Le dire sans vous agresser. Un point, c'est tout. Mais moi, je vous demande, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Guyane? Et je suis venu regarder un... Regardez quoi? Alors, si vous ne faites pas finir la phrase, on va y arriver. Je suis venu d'abord constater les avancées qui ont été faites ou pas sur les engagements qui avaient été pris en 2017. Oh là là. Premier point. On ne voit rien. Deuxième On ne voit rien de la Guyane. On ne voit rien. Il y avait une ministre qui est venue en Guyane il n'y a pas longtemps, je la reconnais. Nous baratiner avec des baratins. Non, moi je ne suis pas venu faire des baratins là. Moi je suis venu regarder. Là je vais aller retrouver les Monsieur pêcheurs. Macron, c'est pas d'aujourd'hui que je connais la politique. Je vais aller retrouver. J'ai connu le général de Gaulle en France, en Guyane. Donc moi je vais aller Moi voir je suis un Guyanais. les pêcheurs, les Je agriculteurs. ne suis pas, vos je élus. ne suis pas un Français. Je suis un Guyanais. Un point, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Mais vous me l'avez dit. Pardon. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Moi, je suis retraité Vous travaillez où avant? de le privé. Et après ça, de la fonction publique. Dans la fonction publique ou ça? Oui. Dans la fonction publique ou ça? L'équipement, la DDE. Là, vous étiez sans doute content d'être en France. Non. Ça, c'est pas de problème. M'disant prends Mauricie, mo apprendre vivre que 4 saisons, mo ka marcher mo tête baissée, ça moun pressé sel mo ka wen. Quand ici tcho là-bas, mo ka songe mo belle dans bois, mo de l'eau noire que mo belle savane, ti frère faut virer ya pays. 10 ans promo ici, moi apprendre vivre que 4-16 ans. Mo ka marcher, mo tête baissée, ça moun pressé sel mo ka ouais. Quand ici tcha là-bas, mo ka songe mo belle dans bois, mo de l'eau noire que mo belle savane, ti frère faut virer à pays. Alors, Adié, ben bonjour, salam à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tendez l'oreille. En extrait, vous avez entendu le dialogue entre un retraité guyanais et le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a eu lieu ce lundi 25 mars 2024, puis un extrait d'un Cassecor, une des musiques traditionnelles de la Guyane, qui parle du déracinement. Aujourd'hui, nous allons parler de colonialité dans les colonies françaises et avec des invités de qualité, comme habituellement. Petite précision, on va emprunter le terme de colonialité aux auteurs sud-américains décoloniaux, terme inventé dans les années 90 par des auteurs comme Hannibal Quirano, Maria Lugones. Et c'est un concept qui montre la persistance des formes de pensée coloniale dans le monde contemporain et qui met en exergue ses influences dans tous les champs de la société. Alors, je vais laisser la parole aux invités pour se présenter. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Cindy. Je viens de la Guyane et je fais partie d'un parti politique qui s'appelle M2S, Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale. Moi, c'est Julien, du coup, je suis militant à Révolution Permanente, je suis réunionnais et j'écris notamment sur la section internationale de notre journal. Et du coup, adieu à toutes. Donc, Mathieu, j'étais déjà là au dernier épisode et donc vraiment un plaisir d'être de nouveau présent sur ce podcast de qualité, effectivement. Et du coup, moi, je suis un militant décolonial rayonné, engagé sur pas mal de combats syndicaux, politiques, et notamment pas mal là, actuellement sur la question du lien avec la Palestine. Donc, voilà. Ok. Merci à tous. Donc, nous allons parler de la première partie là, de ce podcast qui va concerner la colonialité dans les colonies françaises. Et pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler des avatars de cette colonialité-là, qui sont pour nous, ça fera l'objet d'une discussion, l'école, la bourgeoisie, petit et grand, nous sommes bourgeoisie, on verra ça plus tard, les médias locaux et nationaux, et l'Office du tourisme. Alors, nous allons commencer par l'école. L'école est pétrie de colonialité dans les colonies françaises, bien souvent chez les prolétaires, ou pour reprendre le vocabulaire fanonien, les damnés de la terre, il y a une fascination poussée pour l'école qui se drape
bien souvent de vertus universelles, comme quoi l'école est un lieu de transmission du savoir, un lieu qui octroie des diplômes, donc par lequel on obtient un emploi. Euh, du coup, ça me permet de formuler la première question euh, pour vous. Les colonisés ont-ils tort de croire aux vertus émancipatrices de l'école républicaine dans les colonies françaises? Bah, peut-être moi je veux bien me lancer pour répondre un petit peu, mais je pense que il y a il y a un aspect en plus particulier de l'école dans le monde colonial français, c'est que l'école a toujours joué un peu un rôle de vecteur de ce que je pense est une des particularités de la France comme puissance impérialiste, un peu peut-être avec les États-Unis, d'avoir une ambition universaliste, c'est-à-dire de vraiment considérer en fait que les intérêts de sa classe dominante, de sa bourgeoisie, peuvent représenter l'ensemble des intérêts ou des classes dominantes en fonction ou des peuples en général, et que l'école est un peu un justificatif en grande partie de cet aspect-là de l'impérialisme français, et d'avoir toujours pensé voilà, qu'il était capable en fait de proposer des perspectives. Après, il y a d'autres choses, non? Il y a l'occupation militaire, il y a le soutien à des gouvernements autocratiques, etc., etc. Il y a un ensemble d'autres questions, mais je pense que l'école, dans ce sens-là, elle a joué un rôle central comme vecteur des idées coloniales françaises. Et en fait, des fois, on peut penser que ça, c'est une histoire passée, une histoire héritée qui date peut-être des années 40. On s'imagine un peu les vieilles affiches du Petit Journal, là, avec la Marianne qui vient aider les peuples colonisés, etc. Alors qu'en réalité, même moi, je me souviens encore à l'école primaire, en étant à La Réunion, la discussion, c'était toujours nos ancêtres les Gaulois. Alors que les ancêtres les Gaulois, à La Réunion, c'était pas tellement la discussion, parce que c'était nier totalement la partie malgache, la partie indo-océanique de l'histoire de La Réunion, quoi. Sans nier le fait qu'il y ait une partie de la population réunionnaise qui vienne que ce soit les Yabs, etc., qui viennent de parties de la France, quoi, en tant que tel. Mais voilà, enfin, c'est un espèce de mystique qui est construit par ça. Donc, la première chose, je pense, comme préalable un peu pour penser la question de l'école, c'est penser ça, c'est penser son rôle en tant qu'institution un peu impérialiste, quoi. Ouais, vas-y Mathieu, comme je vois, tu lèves la main. Ouais, bah, pour compléter un petit peu, bah, aussi, parce que pour le coup, moi, je suis pas prof, quoi que ce soit, hein, mais sur l'expérience que j'ai eue et que je pense que justement tout colonisé a eu vis-à-vis de l'école de la République. Concrètement, au-delà d'être un relais en fait bah, de l'impérialisme français, comme tu le disais très bien, Julien, c'est aussi aliénant par essence. C'est-à-dire que concrètement, tu as une majorité des Marmailles déjà la langue maternelle c'est pas le français, ça va être le créole, et donc du coup on va quasi exclusivement te demander de causer une langue qui est pas la tienne, et donc du coup de là les problématiques que tu vas avoir, la reproduction sociale aussi forcément, hein, parce que en fonction de la classe sociale tu vas plus ou moins maîtriser telle ou telle langue, etc., etc. Sur l'imaginaire aussi qu'on va t'apprendre. Tu parlais du primaire tout à l'heure, mais collège, lycée, concrètement, sur l'histoire de la Réunion, on avait un petit livret qui devait faire 50 pages. Et moi, l'histoire géo de la Réunion, pour te dire moi ce que j'ai retenu, c'est qu'en gros, nos montagnes ne seraient pas des montagnes, la montagne ne serait pas une montagne, serait un plateau, la plaine ne serait pas une plaine, c'est un plateau. Et bref, voilà, tu vois, que la géographie, c'est celle de la France, et donc il faut connaître la Loire, le Rhône, la Seine, etc., etc., et l'ensemble des capitales de l'Union européenne, là où je pense que quasi aucun marmaille aujourd'hui est capable de se situer dans son espace, qui est tout simplement les îles de l'océan Indien, l'Afrique à côté, effectivement, l'espace indien aussi qui est proche, où juste pouvoir citer était, je sais pas, 3 villes Amada, à quoi ressemble un petit Maurice, les îles des Seychelles, etc., etc. Et je pense que ce vécu en tant que rayonné,
je me demandais peut-être à Cindy, mais j'imagine que c'est aussi globalement ce que tu vis globalement sur cette aliénation complète en fait que crée justement la colonialité à La Réunion. Et le système français tout du moins. Effectivement, c'est pareil partout, hein. Moi, je vis en Guyane. Pour le coup, je suis en contact avec des élèves. Nous, la Guyane est sur le continent sud-américain. Et donc, du coup, on voit que les élèves, ils ne savent même pas se situer sur ce continent. Des fois, même nos pays frontaliers, ils ne connaissent pas. Mais par contre, tout ce qui est géographie de la France, ils connaissent. Donc, par rapport à la question, les colonisants ont-ils tort de croire aux vertus émancipatrices de l'école républicaine dans les colonies françaises? Pour le coup, pour nous, quand nos parents nous envoyaient à l'école, pour eux, c'est, comme on dit, aller à l'école à Puerto-Rivé. Donc, du coup, excusez-moi. Donc, du coup, le but, c'était de trouver un travail, de devenir, entre guillemets, quelqu'un, puisque avant, pour eux, on n'est personne. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on voit que cette école-là, républicaine, elle est en échec. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Pour pallier à ça, ben là, sur nos territoires, ils ont mis en place le RSMA. Et donc maintenant, c'est le RSMA qui permet justement cette idée d'émancipation. Est-ce que tu pourrais juste nous préciser ce que c'est le RSMA? C'est le service militaire adapté. Et donc, du coup, les jeunes sont recrutés et au RSMA, ils peuvent avoir passé leur permis et ils peuvent avoir des diplômes. Généralement des élèves décrocheurs. Et maintenant, on a eu des 4x3, des affiches 4x3 qui justement envoyaient des jeunes. Grâce au RSMA, ben, je suis devenue quelqu'un. Grâce au RSMA, j'ai acquis un savoir-être. Grâce au RSMA, un employeur m'a donné ma chance. Donc, c'est ce type de stratagème maintenant, vu que l'école républicaine est en échec, qu'ils utilisent pour justement asseoir leur puissance. C'était le SNU avant l'heure, quoi. Le SNU colonial. Voilà. C'est juste, vu qu'on en est déjà parlé du régiment de service militaire adapté, qui était déjà effectivement en place aussi à La Réunion. Parce que savoir que c'est SEMA, en fin de compte, c'est justement un truc qu'on a développé uniquement dans les colonies. Disons justement pour permettre c'est vendu depuis le départ comme étant ouais, ça va te permettre. En gros, tu fais ton service militaire et du coup, en cadeau, tu connais, tu vas apprendre à devenir cuisinier, tu vas passer le PMI, etc., etc. Et évidemment, à chaque fois, c'est les plus précaires qui se retrouvent là-bas. D'ailleurs, on voyait sur toutes les affiches auparavant, c'était les CAF, vraiment les afro-descendants de La Réunion qui étaient mis en avant sur ce genre de truc. Et pareil, le même message, voilà, pour devenir quelqu'un, sachant que maintenant, nous, c'est aussi tout ce qui est marine, armée de terre et tout. On voit bien aussi le narratif qu'ils sont en train de nous préparer, hein, où ils te disent, voilà, tu veux voir du pays, tu veux devenir quelqu'un, t'inquiète pas. Voilà. Et juste pour compléter un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur la question de l'aliénation, de la colonialité et tout, au-delà de la question de la géographie, c'est aussi, comme disait très bien Julien tout à l'heure, aussi la question de l'histoire, où on est aussi complètement perdu en fait par l'école républicaine. C'est-à-dire que concrètement, de ce qu'on va apprendre de notre histoire en tant que collégiens, lycéens ou élèves d'école primaire et tout sur nos espaces, c'est en fait l'histoire de France blanche, bourgeoise, de nos pays, de nos peuples. Que dalle. Enfin, si, vite fait, on sait que justement, il y a eu l'esclavage, c'était pas terrible, il y a eu l'engagisme, bon, enfin voilà, mais vraiment, histoire de une autre temps, voilà, fini avec ça. Et que, éventuellement, un petit peu de folklore, genre, wow, il y a les Anglais qui ont débarqué pendant les guerres napoléoniennes, voilà, fini avec ça. Et de fait, en fait, ça nous crée un imaginaire, cette école républicaine, où on est français, mais tout le réel nous rappelle que ce n'est pas le cas, en fait. Et donc, voilà.
Non, mais ouais, en fait, je trouve que c'est vraiment le Ouais, truc. vas-y, Ouais, le truc du RSMA, je pense que c'est assez démonstratif d'une chose en particulier, c'est du fait de la spécificité que ça a comme service dans les colonies françaises, etc. C'est de rappeler, déjà de base, l'école, elle a un rôle, c'est pas qu'elle a un rôle d'émancipation, même dans les pays coloniaux, je veux dire, dans un pays impérialiste, en France, l'école, elle joue pas du tout un rôle d'émancipation. Peut-être l'émancipation des étudiants qui vont à Louis le Grand et qui vont s'émanciper en jouant un rôle de classe dominante, etc. en France, en prenant la tête des grandes entreprises ou en jouant un rôle de fonction publique très haut niveau, etc. Mais sinon, l'école, c'est juste une institution et de formation de main-d'œuvre et de matraquage idéologique. Et en fait, ça se renforce ces dernières années, de plus en plus. Mais c'était déjà très présent, en fait, dans nos îles. Et je pense que pour ce que dit Mathieu, cet aspect de matraquage idéologique il est d'autant plus important quand tu as une réalité aussi éloignée en réalité de ce qu'est l'école française. En plus, il y a une autre fonction, je pense, spécifique à l'école dans les colonies, c'est qu'elle joue un rôle de fuite de cerveau. Je ne sais pas si j'ai pas de statistiques précises. Si j'ai une stat, je sais que en 2015, je crois que c'était 80% des étudiants qui revenaient de leur première année d'études de la Réunion, enfin qui allaient en métropole en gros et qui n'arrivaient pas à terminer leur première année d'études en métropole et qui rentraient à la Réunion. Donc ça, c'était énorme quoi, comme chiffre quoi, pour l'échec scolaire en arrivant en métropole. Mais en tout cas, il y a eu une fuite des cerveaux très forte historiquement, où en gros, de toute façon, c'est plutôt clair. Hein, soit tu peux faire un travail de type technicien et rester à la Réunion et potentiellement être au chômage ou travailler dans les services, soit tu dois aller travailler en France métropolitaine, quoi, enfin, voilà, en France tout simplement, pour chercher du travail, faire des études, etc. Et ça, c'est un aspect très important parce que ça joue un rôle, je pense, une grande partie de l'émigration des colonies françaises en général se fait pour ça. Nous, c'était un voyage initiatique sur une famille, dans une famille de quelques frères. Tous les frères, on est partis un par un. Un par un, on est parti pour aller faire des études en France parce qu'elles n'existaient pas à La Réunion. Et c'est pas qu'il n'y ait pas la capacité, c'est que ça joue un rôle concret. Voilà, donc moi je pense qu'il y a un peu ces trois aspects-là, en plus du rôle déjà de l'école, qui est de mettre un cahier idéologique, de formation de main-d'œuvre, il y a un aspect en plus d'organiser la fuite des cerveaux. Et les cerveaux, on les fait fuir bien pour une chose, hein, c'est pour pas qu'ils restent sur place et pour qu'ils aillent travailler à plus bas prix, etc., à l'extérieur, quoi, ici dans la puissance coloniale. moi, j'avais envie de rebondir là-dessus. J'arrive un peu avec un regard extérieur, peut-être un peu naïf, mais je me demandais, enfin, de ce que vous me dites, l'école est naturellement un lieu d'assimilation, quoi. L'école républicaine dans les Outre-mer. Mais ce que je me demandais, et c'est là peut-être le côté un peu naïf, est-ce que vous n'avez pas une façon d'influer sur les programmes scolaires? Est-ce qu'ils ne sont pas adaptés pour chaque territoire? En gros, qui fait les programmes scolaires et pourquoi les représentations sont aussi franco-centrées, on va dire. Non, en fait, les programmes scolaires sont faits tout simplement en France par le ministère. Et après, ils font croire qu'il y a une liberté pédagogique, mais c'est pas tout à fait le cas en fait, parce que concrètement, on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'éléments pour pouvoir raconter, par exemple, notre histoire. Il y a très peu d'ouvrages. Donc, l'enseignant qui se lance dans cette démarche-là, ben, en fait, il devient entre guillemets chercheur et il y a beaucoup de recherches à faire. C'est lui qui doit mettre en place tous ces outils, mais faire, du moins, comme avant, tous les livres, il y a toutes les informations dans les livres scolaires, mais pour notre histoire, il n'y a aucune information, donc c'est lui qui doit aller à la recherche de l'information. Et généralement, les enseignants, ben, ils prennent ce qui est déjà tout fait. Et donc, du coup, ils restent dans les programmes que le ministère de l'Éducation a mis en place. Après, dans le secondaire, par exemple, selon les matières, s'il y a un professeur militant, ben, il peut mettre en place, par exemple, des moments de réflexion sur l'histoire, sur ce qu'on est,
Et ça, c'est uniquement à ce moment-là que on peut dévier un peu pour faire les élèves prendre conscience de qui ils sont réellement. Ouais, alors bon, très sincèrement sur les programmes, tout ce que tu veux, je suis vraiment pas spécialiste donc voilà. Pour autant, je vais te dire, déjà le calendrier est pas adapté. Enfin, si on est sur le rythme scolaire et ce qui, par ailleurs, participe aussi, justement de la colonialité, de l'aliénation, qui se crée de ça. On est sur un début pour nous en période, enfin d'hiver, on va dire, voilà, enfin en août pour avoir, 1 mois, et demi de vacances, entre décembre, janvier, alors qu'on est en pleine période cyclonique, enfin des trucs qui sont absolument pas adaptés, tu vois? Et au-delà de ça, sur, les, programmes, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de revenir aussi, derrière. Mais en dehors de ce que justement Cindy a pu dire, sur, les limites qui sont posées déjà par, les programmes qui sont faits, par, le ministère, puis après qui sont dispatchés sur les académies et tout. Pour ceux qui peuvent éventuellement faire terre là, enfin sur nos territoires, il y a aussi la question de est-ce qu'il y a cette volonté en fait justement de sortir de l'assimilation? Globalement, les enseignants restent quand même une espèce de petite bourgeoisie du fait de la surrémunération qui du coup stratégiquement aussi vont justement s'orienter vers ah oui on veut ressembler à la France, on veut parce que c'est mieux et tout. Parce que, comme Julien d'ailleurs disait, hein, enfin, justement, il y a le côté de l'exil et tout, mais du coup, tu t'exiles pas, mais tu veux ressembler à ce qu'il y a, ce qu'il y a là-bas, tu fais plus que et donc voilà. Et j'en profite aussi justement pour sur ce que disait Julien, qui est complètement vrai sur la fuite des cerveaux, mais au-delà de ça, sur la fuite aussi de la main-d'œuvre tout court. Historiquement, enfin déjà avec le Bulinum qu'on a tous, qu'on a connu dans nos pays, et en tout cas, je sais pas quel est le nom de ce truc. Enfin, j'imagine qu'il y a un équivalent, par exemple, en Guyane. Et nous, on a le CNARM, La dame, qui la dame. la dame, OK, qui, remplit exactement le même rôle. C'est-à-dire qu'on te dit: «Ah ouais, ah tu trouves pas de taf à La Réunion?» «Ah bah, c'est vrai, oui», parce que en même temps, il y a plus de la moitié de la population qui est pas concernée par les emplois parce que, on crée pas de taf et mais du coup et plus de la moitié de la population qui est sous le seuil de pauvreté réelle. Du coup, écoute, on t'envoie, vas-y, alors pas dans la Creuse parce qu'on est gentil, on va t'envoyer dans les Landes ou en Lozère, et tu vas, peut-être te former, peut-être pas pour faire un taf, on sait pas et puis, voilà. Enfin et tu seras exploité dans tous les cas et puis on va te payer le billet pour partir et après, démerder une fois que tu es sur place. C'est aussi ça la réalité en fait, de tout ce qui se passe vis-à-vis de ça. Oui, merci beaucoup pour vos réactions. Je souscris totalement sur l'enseignement de l'histoire, la géographie. Ça me permet de rebondir sur un des concepts que j'avais essayé d'introduire dans l'épisode sur le déboulonnage des statuts, sur l'hétérotopie, et ensuite sur la surreprésentation des colonisés, des ultramarins dans l'armée, dans les corps de l'armée. J'ai pu constater dans, disons, mon adolescence, où comme ça, après le lycée, sur une quinzaine de potes, il y en a au moins cinq qui vont à l'armée parce qu'il n'y a pas de débouchés, etc. Et ça, je pense que tout le monde connaît, que ce soit en Guyane, en Guadeloupe, Mayotte ou à La Réunion, c'est les mêmes problématiques. J'avais vu une étude qui parlait un peu de ça, que je mettrai, si j'arrive à en trouver, je mettrai en description. Et sur la suite de cerveau dont évoquait Julien tout à l'heure aussi, elle est palpable, quoi. Elle est visible. Il n'y a pas besoin de lire une étude ou un rapport pour se rendre compte. Et c'est pour mettre le lien aussi entre la fuite des cerveaux et le sous-développement aussi. Les stratégies de dépendance de la métropole envers ses colonies, où il y a comme ça une volonté de pas mettre trop d'infrastructures sur les territoires colonisés pour créer un sentiment, enfin, une dépendance en fait économique, symbolique, qui participe à toute à toute cette colonialité en fait. Et après sur la liberté pédagogique, pareil, je suis pas expert, je suis pas un maître d'école, un professeur, tout ça, mais en tant qu'élève, expérience d'élève dans un territoire colonisé, et effectivement, on parlait jamais de nous. En tout cas, ponctuellement, disons, ça arrivait ponctuellement, de temps en temps on parlait de ce qui se passait à telle époque, mais jamais, enfin, c'était ponctuel en fait. C'était ce qui était intéressant, ce qui était montré comme intéressant, c'était ce qui se passait en France, tout le temps, peu importe que ce soit la primaire, le secondaire et même l'enseignement supérieur. Et ce qui me fait rebondir sur la langue en fait, parce que moi, à peu près tout mon cheminement de militer s'est construit autour de la langue. Enfin, c'est par là que j'ai commencé.
Bon, d'abord avec le créole réunionnais, enfin d'abord avec le créole guyanais où j'ai essayé de renouer un lien qui a été perdu, coupé avec ma mère, et ensuite essayer de, comment dire, valoriser la langue réunionnaise qui est piétinée tous les jours, qui est partout mais nulle part dans les institutions publiques, etc. Et du coup, ça me permet d'invoquer un auteur qui m'a, disons, chamboulé, qui s'appelle, alors, je vais écorcher son nom, c'est Ngugi wa Thiong'o. Alors, pardon si je le dis mal, c'est un Kenyan qui a écrit un livre qui s'appelle Décoloniser l'esprit, où il parle en fait du rôle de la langue dans la colonisation, de l'impérialisme linguistique, disons, dans les territoires colonisés, où même les experts, même les linguistes, même les écrivains, les poètes colonisés, enfin des colonies, s'expriment presque uniquement dans la langue du colon, de l'ancien colon, du nouveau colon. En tout cas, c'est pas la langue du territoire national. Et lui, donc, dans son livre, il en parle en détail. Il dit que, et c'est avec ce livre-là qu'il dit que, à partir de maintenant, il va abandonner la langue anglaise comme langue d'écriture et il va parler que en Swahili et une des langues du Kenya dont j'ai oublié le nom. Du coup, voilà, ça me permet d'aborder sur le deuxième avatar de la colonialité qui est la bourgeoisie. La bourgeoisie locale, enfin endogène, exogène, petite bourgeoisie, sous-bourgeoisie, grande bourgeoisie. Ma première question, c'est pour vous, qu'est-ce que vous entendez par bourgeoisie et quelle est la spécificité de la classe bourgeoise dans les colonies françaises par rapport à la classe bourgeoise dans les empires, entre guillemets, en tout cas dans les anciennes puissances esclavagistes. Moi, je voulais juste compléter la question rapidement et juste ajouter que d'un point de vue historique et pour élargir un peu l'horizon, cette classe qu'on peut qualifier de petite bourgeoisie euh, a pu avoir des rôles révolutionnaires, notamment à Cuba, au Maroc et bien dans d'autres Mm. territoires qui ont subi la domination impérialiste. Mais d'abord, avant de parler de ces cas concrets, avant de parler des territoires d'outre-mer colonisés aujourd'hui, je voulais d'abord que vous nous donniez votre définition de la petite bourgeoisie. Voilà, qu'est-ce que vous entendez? euh, voilà, parce qu'il faudrait pas, voilà, il faut qu'on s'entende sur les termes avant d'en discuter. Voilà, quelle est votre définition? Ça peut être une notion un peu ambiguë qui peut dire beaucoup de choses. Ça peut être un mot valise. Est-ce que par exemple un enseignant peut-on le considérer comme un petit bourgeois? Voilà. Et surtout, comme disait Saina, quelle est la spécificité de la petite bourgeoisie dans les territoires colonisés? Moi, je vais te répondre avec un point de vue marxiste, parce que c'est ça que je vais avoir comme point de vue, c'est-à-dire que j'apprends à personne que le point de vue marxiste sur la question de la bourgeoisie, c'est le fait de considérer que tu as des propriétaires des moyens de production ou qui sont à la tête d'une chaîne de commandement et qui décident de la production capitaliste, quoi. C'est ça le principal point de ce que serait la bourgeoisie. Et la petite bourgeoisie dans ça, bon, c'est une catégorie il y a plein de définitions différentes, je pense, qui ont été données. Surtout, la première définition qui me vient en tête, c'est ce qu'on appellerait plutôt les petits propriétaires de moyenne production, les artisans, les petits commerçants, les boutiquiers, les gens comme ça, quoi. Et à ça, on peut ajouter, je pense, en plus, dans les dernières phases, du développement, du capitalisme, il y a eu un peu une tendance à essayer de confondre cette strate de la société avec les strates qui, elles, vivent avec un mode de vie qui sont des travailleurs, quoi, qui ont que leur travail, leur capacité de travail pour vivre, on va dire, qui sont eux-mêmes une marchandise, quoi, qui ont été confondus parce qu'il y a une strate de cette partie de la population qui a été aussi, qui s'est un peu enrichie, ou en tout cas dont la conscience de classe a beaucoup disparu, etc., et qui s'est beaucoup confondu avec petite bourgeoisie. Mais je pense que la première des choses, c'est ça, c'est de définir, enfin, en tout cas, mon point de vue, ce serait de reprendre une définition marxiste de ça. Et dans ce sens-là, après, les bourgeoisies coloniales, elles ont un rôle tout à fait spécifique parce que je pense à des exemples que je connais, je ne vais pas entrer dans le détail, mais par exemple, typiquement, il y a une bourgeoisie coloniale réunionnaise, enfin, il y a une bourgeoisie qui est profondément reliée à la bourgeoisie française. Je pense à celle qui s'est enrichie sur l'esclavagisme, qui s'est construite sur l'esclavagisme, qui était en plus la première à lutter pour le maintien de la France dans les colonies, hein. Enfin, ça, c'est un point important, à la défense de cette bourgeoisie qu'elle a demandé à l'impérialisme français. Et puis donc, qui est un peu un sous-produit quoi, de la domination, parce que c'est une bourgeoisie qui naît selon, on va dire, ce que permet de se développer le capitalisme dans les pays colonisés. Donc, bah, typiquement, je sais pas, à La Réunion, par exemple, on va avoir tout un secteur qui va être lié au service, au transport dans la région autour de l'océan Indien.
à l'écoulement des marchandises, des débouchés commerciaux, etc., dans l'océan Indien, à l'investissement dans les pays aux alentours. Ça peut venir aussi des secteurs du tourisme, je pense. Il y a secteurs très financés par l'État, qui sont les secteurs aussi de la canne, de l'agro-business, etc., quoi. Mais voilà, enfin, c'est des secteurs, il y a peu d'industrie. Par contre, il y a quand même une classe dominante, ça c'est sûr. Il n'y a pas que, parce que je pense que souvent on discute des colonies françaises comme si c'était juste en gros un rapport de l'État français, sa classe dominante, et à La Réunion comme s'il n'y avait aucune classe dominante. Il y a une classe dominante qui a un intérêt total dans l'État français comme il existe actuellement, quoi. Il y a une... Certains diront élite, d'autres diront, on peut l'appeler comme on veut. Enfin, on a souvent parlé des élites mahoraises, par exemple, mais c'est un très bon exemple aussi de ça, quoi. C'est des gens qui vivent de la rente de l'impérialisme français, quoi, qui vivent un peu des miettes de l'impérialisme français. Et ça, je pense que c'est indéniable. Donc moi, je définirais comme ça. Je sais pas ce qu'en pensent Cindy et Mathieu. Oui, en fait, c'est la bonne définition que tu as donnée. Comme tu disais, par exemple, en la Guyane, ce que je pourrais qualifier de bourgeois, ce sont tous les propriétaires dans le domaine de la grande distribution, aussi au niveau de tout ce qui est dans le BTP, les grandes entreprises de BTP. Et après, effectivement, au niveau de la petite bourgeoisie, ben, il y a effectivement les petits artisans et tout. Et pour moi, on peut mettre les enseignants dans la petite bourgeoisie. Ouais, bah, forcément, je vais pas aller en désaccord avec ce qui a été dit, hein, enfin, parce que bon, bah voilà, à un moment, la réalité est telle qu'elle est, hein, enfin. Néanmoins, pour rajouter quelques éléments, peut-être, bah, Julien, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, bah, justement, des familles, enfin, la bourgeoisie coloniale originelle, on va dire. Donc, globalement, bah, à La Réunion, c'est les gros blancs. En Martinique, tu auras les béquets, qui ont chacun justement joué un rôle aussi derrière sur de ce que tu disais aussi sur l'affirmation de l'impérialisme français, des relations coloniales. Bah, par exemple, c'est pour parler de l'océan Indien, c'est les gros blancs rayonnés qui derrière ont été les relais par la prise de possession matérielle, que ce soit la création d'industries, que ce soit le vol de terre qui ont permis la colonisation des Comores et d'une grande partie de Madagascar, qui ont d'ailleurs mené avec aussi d'autres éléments de la bourgeoisie en France, mené la colonisation justement dans les autres îles de l'océan Indien, notamment les Seychelles et comme je disais Madagascar. Néanmoins, ce qu'on peut voir aussi sur les dernières années, c'est que cette articulation qui jusque-là était, on va dire, juste dans une zone, maintenant on peut avoir vraiment typiquement les béquets, en l'occurrence le groupe Ayotte, qui sont venus prendre possession de la quasi-totalité des productions à La Réunion et des manufactures, etc., etc. Donc c'est aussi intéressant de voir justement l'évolution de la bourgeoisie coloniale à ce niveau-là, et le fait que aussi la volonté d'émergence d'une bourgeoisie nationale n'arrivera pas parce qu'elle est comprador par essence. Et pour la petite bourgeoisie, bah voilà, effectivement, je rajouterai aussi les fonctionnaires. Parce que concrètement, en fait, le fait de se retrouver avec la surnumération et de fait d'avoir Tu dis moitié les plus fonctionnaires, tu parles de qui par exemple? les fonctionnaires d'État, hein, concrètement, donc les enseignants, ceux qui, en gros, les gars qui sont titulaires, dans tous les cas, qui du coup bénéficient justement de cette surrémunération et qui, de fait, se font le relais de l'impérialisme et de la colonialité, etc., etc. Et juste pour ajouter aussi, ils sont le relais bien souvent de la politique assimilationniste, peu importe le métier de la fonction publique, hein, que ce soit donc enseignant, policier, militaire, douanier, un poste à administration, tous, ils chantent tous en chœur la rhétorique assimilationniste, quoi. Juste pour confirmer par rapport au béquet, effectivement, en Guyane, avant, on n'avait pas ce qu'on appelait proprement parlé les béquets. Et depuis quelques années, on voit que petit à petit, ils s'installent. Ils rachètent tous les commerces qui étaient tenus par, on va dire, des Guyanais, justement, qui faisaient partie de la bourgeoisie, les gros chaps, comme on dit. Et, euh, et maintenant, ils sont carrément installés. Là, ils ne se cachent plus, ils font pignon sur eux. Et juste par rapport aux fonctionnaires,
tous ne sont pas le relais et donc du moins, pouvoir colonial. Il faut prendre aussi, il y a certains parmi les fonctionnaires qui ont très bien compris le jeu que veut jouer l'État et ils se servent tout simplement de ce qu'ils ont mis en place. Et après, si effectivement on veut s'autogouverner et prendre en main notre pays, il faut savoir qu'il y aura aussi ces classes-là. Donc, pour moi, tous ne sont pas le relais du pouvoir colonial. Moi, j'aurais peut-être une nuance là-dessus parce que je dirais pas que les profs, par exemple, sont une bourgeoisie. Enfin, si on prend la définition là, que je disais un peu au début de propriété privée des moyens de production, etc., un prof, il n'est pas propriété privée des moyens de production de rien du tout. Je pense qu'il n'est pas même pas à la tête de chaîne de commandement ou autre chose. Il peut y avoir un côté où ils sont un peu un sous-produit, si tu veux, je sais pas, après c'est peut-être un peu abstrait de dire comme ça, quoi, mais de l'administration coloniale ou autre chose, mais en même temps, est-ce qu'un prof en France, c'est pas un sous-produit de l'idéologie bourgeoise, quoi? Je veux dire, bah non, à mon avis, moi, par exemple, je suis prof personnellement, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis ça, il y a des profs réunionnais, il y a des profs. Je pense que la principale discussion, on met beaucoup d'attention sur la question des fonctionnaires. Il y a fonctionnaires et fonctionnaires par ailleurs parce que la question du fait que des profs toucheraient un peu plus d'argent, moi je suis pas prof à La Réunion, hein, mais qui touchent plus d'argent, etc. Je pense que ça pose surtout la question du fait que les salaires de manière générale sont extrêmement bas. Tu l'as dit Mathieu tout à l'heure, les salaires sont, je crois, ils sont, enfin, les salaires au SMIC avec les prix à La Réunion. Ça explique en grande partie pourquoi, avec le travail informel, etc., il y a 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, quoi, un peu plus même, je crois. Mais après, surtout, la discussion, c'est qui les classes dominantes à La Réunion, quoi. Oui, eux, je pense, il y a une partie des fonctionnaires qui profitent clairement de la colonisation, mais avant de regarder, de les pointer, eux, je pense, les premiers à pointer du doigt, c'est, je sais pas, les groupes cravates. Tu l'as dit tout à l'heure, Mathieu, je crois, la bourgeoisie comprador, je parlais, mais les groupes cravates, les groupes fontaines, tous les de Châteauvieux, mais même avant, enfin, là, les gens, on parle des groupes réunionnais, on parle des de Châteauvieux, des Caillés, etc., etc., qui étaient présidents du MEDEF à La Réunion. Mais en plus de ça, il n'y a pas que. Il y a les principales fortunes françaises, par exemple, que les Français d'ailleurs connaissent pas du tout, par exemple. Il y a par exemple Castel, le groupe Castel, qui, je pense, je sais pas si vous l'avez, vous, Cindy, en Guyane, mais c'est typique, ça. C'est de la revente de marchandises à bas prix, etc., en fait, de consommation et tout ça. En fait, je pense que sinon on veut poser la question du problème colonial, il faut essayer de voir quels sont les groupes qui peuvent être mis en contradiction vis-à-vis de la question coloniale. Comme l'a dit Cindy, il y a des profs qui peuvent être de gauche, qui peuvent être anticoloniaux, etc., comme il y a des profs de droite, quoi. Mais après, il y a surtout la question de qui domine véritablement ces colonies. Et je pense, dans le cadre des dom-toms, comme ils appellent ça, enfin, des colonies françaises, il y a un rôle centralement joué par les grands groupes économiques français et les sous-groupes économiques locaux, quoi. Je pense, par exemple, je crois que Didier Robert, sa fortune, il me semble, j'avais vu ça, était estimée à 17 millions d'euros. C'est déjà pas beaucoup par rapport à une vraie grosse bourgeoisie, etc. Mais c'est plus à pointer du doigt déjà comme problème, je pense, avant de voir la question des enseignants. Les enseignants, je pense qu'ils ont un rôle plus contradictoire qu'il faut explorer, j'ai beaucoup plus confiance en la possibilité de pouvoir convaincre des profs d'une perspective d'école, même si je pense que c'est pas par ça qu'on commencera, etc., que de convaincre les groupes cravates, etc., quoi. Justement, ouais, je savais que cette question-là allait faire un peu débat. Tu Non, mais savais, c'est tu cool, savais. non, c'est cool qu'on en parle. Je savais, ça se voyait. T'inquiète, j'ai le Sharingan, gros, on voit ça de loin, t'inquiète pas. Tu me parles d'une Non, Sharingan. non, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la De petite fou. bourgeoisie qui, comment dire, qui signe le contrat colonial, qui Mm. accepte, parce que, et l'on retire un certain avantage matériel, symbolique, etc. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à lire l'excellent ouvrage de Saïd Bouamama, que j'ai pas lu d'ailleurs, mais dont on m'a parlé.
s'appelle Planter du blanc. Voilà, je crois que c'est ça le titre. Où voilà, bah, on parle de comment certains fonctionnaires, quand ils arrivent depuis la métropole, certains fonctionnaires blancs, bah, ils ont des bonus, ils ont des primes, etc. Mm. Et donc, ils ont moins d'intérêt à adhérer au récit anticolonial. Mais il faut aussi parler de une partie de ce qu'on a défini jusqu'à présent comme petite bourgeoisie, c'est-à-dire un fonctionnariat, une partie des enseignants, en tout cas, qui sont dans une position plutôt radicale, oppositionnelle. Et juste, j'aimerais faire un petit détour. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Je disais que il y a le cas de Cuba, par exemple, où le Front de libération nationale de Cuba a été constitué par certains éléments petits bourgeois. Il faut rappeler, par exemple, que le Che Guevara est enfant d'une famille bourgeoise argentine. Lui-même, il est médecin. Fidel Castro lui-même, il est enfant de propriétaires terriens. Fidel Castro, le leader de la révolution. Donc, on le voit dans d'autres cas partout dans le globe, notamment dans les années 60-70, des situations où il y a des alliances de classes entre une partie de la petite bourgeoisie radicalisée, les classes populaires, c'est-à-dire les ouvriers, la paysannerie, les classes prolétaires, travailleuses, etc. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous demander, c'est aujourd'hui, en 2024, pour le cas de la Réunion, pour le cas de la Guyane, la stratégie à adopter. Est-ce qu'il faudrait plutôt opter pour une tentative de radicalisation de la petite bourgeoisie, ou est-ce qu'il faudrait plutôt opter pour quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de beaucoup plus axé sur les classes populaires? Ok, bah alors avant de répondre à cette question, voilà. Non, juste pour dire, Julien, en fin de compte, je pense qu'on est vraiment pas en désaccord, hein. C'est juste que, effectivement, tu as raison. Bah, d'une part, voilà, bah, faut effectivement cibler qui produit quoi, enfin, à La Réunion, et de façon générale dans nos pays. Et effectivement, là-dessus, la bourgeoisie comprador, mais aussi la bourgeoisie, bah, voilà, comme on parlait tout à l'heure des béquets sur la grande distribution, etc., etc. Bah, ouais, effectivement, c'est eux les premiers responsables là-dessus. Et quand je parlais des enseignants et du fonctionnariat comme petite bourgeoisie, bah, c'est aussi sur la spécificité qu'on a à La Réunion, qui n'est pas forcément, j'imagine, la même en Guyane ou d'ailleurs là-dessus, où effectivement, tu as vraiment un relais de leur part du discours assimilationniste. Et donc voilà, donc en soi, c'est juste que de fait, ils se comportent comme une petite bourgeoisie. Après, est-ce que matériellement, c'est une petite bourgeoisie, c'est un autre débat. Tu vois. Et pour du coup aller justement sur la question qui est posée à l'instant, écoutez, bah, je pense que vraiment, bah, ça dépend de la réalité aussi, enfin la réalité matérielle en fait de chaque peuple. Hein. C'est-à-dire que là aujourd'hui, concrètement, tu fais une révolution, tu fais une révolution armée à La Réunion, ouais, t'auras 3 pélos qui vont te suivre. Hein. Enfin, parce que tu as effectivement cette grande précarité d'une majorité de la population. Parce que, bah, juste pour donner des chiffres, hein, le revenu médian à La Réunion, il est en dessous du SMIC. Sachant que du coup, bah, avec tous les éléments de la vie chère, donc c'est quelque chose comme de tête, hein, voilà, 1170 €, quelque chose comme ça, le revenu médian. Sachant qu'en plus, avec la vie chère qui fait que les produits alimentaires peuvent être par exemple au-dessus de 40% par rapport au prix que tu trouveras en France, bah, de fait, voilà, tu as plus de la moitié de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Bah, de là, en fait, sachant, comme je disais, bah, voilà, que aussi, tu as une grande majorité en réalité de la population qui n'a pas accès à l'emploi, bah, c'est compliqué parce que ce qui a été créé d'ailleurs dans les années 70-80, tu as d'une part une majorité de la population qui du coup va dépendre des subsides de l'État pour pouvoir subvenir à ses besoins, parce qu'en plus justement, là où eux avaient accès jusque-là à une terre, on leur en a privé pour, alors soi-disant, construire des logements décents, etc., etc. Et bon, bah voilà, on a construit des cités dans lesquelles ils sont parqués et juste, tu n'as pas d'espoir si ce n'est, voilà, on attend que quelque chose arrive. Parce que les emplois sont confisqués dans une logique clientéliste, à la fois par bah, les représentants de l'État, mais aussi le privé, où du coup, bah, voilà, c'est compliqué et tout. Et d'autre part, bah, voilà, effectivement, une petite partie de la population, soit la bourgeoisie qui était déjà, soit une petite bourgeoisie, voire grande bourgeoisie qui a émergé sur les dernières années, qui, eux, bah, concrètement, ça va matériellement. Hein. Enfin, ils possèdent des outils de production, ils ont des cases, ils vendent des terrains, etc., etc. Et du coup, bah, le fonctionnariat qui a un niveau de vie qui est relativement élevé, qui ne correspond pas à la réalité de la majorité de la population. Et de fait, bah, voilà, la conscience, je dirais nationale tout du moins, elle est extrêmement basse.
parce que bah, tu as des intérêts contradictoires dans tous les sens et c'est compliqué en fait. Et ce qui est normal, hein, enfin, parce que la réalité fait que bah, à un moment, bah, soit tu dois t'en sortir, soit bah, tu t'en sors grâce à la puissance coloniale. Donc bon, la question c'est, avant tout, je dirais là-dessus, mais je suis très intéressé de savoir ce qu'en dira Cindy justement sur la Guyane. Je dirais qu'en fait, il y a un travail bah, sur la question de l'hégémonie culturelle à faire, hein, pour citer Gramsci. Voilà, moi aussi, je peux citer des auteurs, pourquoi pas. Où, bah, en fait, tu pars de zéro, et donc la conscience de classe qui préexistait quand tu avais des industries, quand tu avais des ouvriers de la canne, etc., etc., qui a été détruit dans les années 70-80, bah, maintenant, voilà, bah, faut reconstruire sur tous les éléments, quoi. Et petit pas d'arriver, comme on dit. Oui, donc pour moi, la stratégie serait de convaincre tout le monde. Parce que pour la libération de notre pays, on aura besoin d'eux. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire du commerce, on aura besoin d'eux, par exemple, pour faire du commerce avec nos pays voisins. Donc, tous les paliers, on aura besoin de tout le monde dans tous les paliers, en fait. Donc, pour moi, il faudrait essayer de convaincre tout le monde et montrer à tout le monde qu'ils ont quelque chose à tirer, lors de notre libération, en fait. Ouais, bah moi, je veux bien ajouter quelque chose. En fait, je pense que la question, c'est quelle libération et comment, effectivement. Et il faut voir ce qu'on appelle la libération. Pour moi, on parlait, mais en fait, c'est normal que ça fasse lier un peu les deux questions, mais la question des profs, etc., pour moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière, dans le sens où c'est un secteur. Je veux dire, je ne sais pas si un prof à La Réunion profite beaucoup plus de l'impérialisme français qu'un raffineur de Total, d'une certaine manière. Et qui profite, pareil, hein, de la pompe. Qui profite du surprofit colonial, etc. Et je pense qu'en fait, nous, la discussion qu'il faut qu'on se pose, c'est un peu quelles sont les fins qu'on a, et ensuite, qu'est-ce qu'on organise pour atteindre ces fins. Moi, je pense que la question centrale, c'est la question de l'autodétermination. Le droit de choisir en fait tout simplement ce qu'on veut pour notre île, pour notre peuple, etc., pour nos peuples, hein, de manière générale. Je pense que la question de la défense de l'autodétermination, c'est une question centrale. Et du coup, se pose la question de avec qui et comment, quoi. C'est pour ça que c'est une discussion importante, la question de si petite bourgeoisie ou pas, etc., et comment la convaincre, quoi. Et je pense que pour la question que tu posais tout à l'heure, à mon avis, il y a deux choses déjà. D'une part, il y a l'importance que ça va avoir pour nous, pour penser à la question de l'autodétermination de nos peuples. Le fait que la question de la détermination, elle va être centralement pensée euh, avec une rupture avec l'impérialisme français en tant que système de domination coloniale, quoi. L'impérialisme français, voilà, qui empêche le développement réel de l'île, de ses possibilités de développement économique, de sortir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a toutes les possibilités économiques, que ce soit dans la région ou même y compris sur l'île en tant que telle, pour en finir avec la période où tu as la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, où il disait Mathieu, plus de la moitié de la population, donc le salaire médian, il est en dessous du SMIC, etc. Enfin voilà, enfin, je veux dire, toutes les choses sont posées là, en fait. Et il parlait de l'exemple cubain, mais je pense que c'est un exemple très important parce qu'en fait, en dehors de si on partage ou pas la façon dont c'est prise le pouvoir à Cuba, ou surtout la façon surtout ce qui est devenu Cuba aujourd'hui, qui est en train de réinstaurer le capitalisme, etc. Mais moi, ça me fait souvent penser le contre-exemple un peu qu'est Cuba par rapport à Haïti, c'est-à-dire en fait un pays où son indépendance, après 59, elle s'est construite avec un ensemble de mesures de libération nationale qui était voilà, le monopole du commerce extérieur, la nationalisation de tout le système bancaire, la réforme agraire, pour le problème des petits planteurs, c'est un problème central, y compris en fait la nationalisation de tous les groupes économiques
l'expropriation sans remboursement, quoi, de tous les groupes économiques français et même, enfin, dans ce cas-là, c'était les groupes américains et même cubains. Et nous, c'est la même question, je pense, qui se pose à La Réunion, en fait. C'est la question, La Réunion ou en Guyane ou de manière générale, mais je pense que c'est la question de une rupture avec l'impérialisme ne pas se penser sans la base économique sur laquelle va se poser cette rupture. Et donc, pour moi, c'est la question de rompre avec le système capitaliste qui existe aujourd'hui dans nos îles. Après, bien sûr qu'il y a une défense inconditionnelle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Et que demain, si en fait il y a une lutte pour l'autodétermination qui pose pas ces questions-là, on les appuiera et on appuiera évidemment ce genre de choses, je pense. Tous autant qu'on est, je pense. Mais voilà, mais je pense qu'il y a cette question qui se pose d'abord. Et après, la question de qui le fait. Pour moi, oui, la libération nationale, elle se pense d'un point de vue des secteurs, des secteurs prolétarisés, de la classe ouvrière de l'île. Après, elle n'est pas très nombreuse, c'est surtout un secteur, il y a beaucoup de travail informel, etc. Mais je pense qu'en fait, ces dernières années, elles ont montré que même dans les pays où tu n'as pas une classe ouvrière industrielle très constituée, etc., il y a les possibilités pour qu'il y ait des périodes de révolte très importantes. Je pense à des pays comme, je sais pas, le Liban, typiquement, il n'y a pas une classe ouvrière extrêmement constituée. Et pourtant, il y a eu des luttes centrales pour l'émancipation du pays il y a encore quelques années. Mais même récemment, enfin voilà, je pense que ça, c'est une question importante, quoi. Et je pense que la stratégie pour aller vers une autodétermination en, à La Réunion, typiquement, parce que je prends l'exemple réunionnais, quoi, mais ça ne pourra pas se penser sans une lutte coordonnée contre l'impérialisme français depuis le cœur de l'impérialisme lui-même. Je veux dire, je sais pas, c'est Michel Goya, là, c'est bon, c'est un militaire, un historien militaire, etc., et qui le dit évidemment pour la défense des intérêts de sa classe, non? Mais il compare le manque de préparation de l'impérialisme français à la Seconde Guerre mondiale avec les conséquences de 1936 en France, où il dit, si on compare cette situation, on pourrait se dire en fait qu'une des raisons pour lesquelles la France recule aujourd'hui dans le monde, on pourrait la retrouver en 2018 dans les Gilets jaunes. Voilà, imaginez-vous si demain il y avait un véritable mouvement, un mouvement anti-impérialiste qui arrivait à naître à la fois à La Réunion et en France. Je pense que ça poserait un problème central en fait pour la rupture avec tous les mécanismes de domination aujourd'hui qui existent sur nos îles ou nos pays, quoi. Que ce soit la question militaire, que ce soit la question du fait d'être écrasé par la domination économique, que ce soit l'autodétermination au sens général du terme, quoi, le fait de vouloir pouvoir discuter de ce qu'on veut faire en fait de nos pays, de nos îles, etc. Et ça, c'est des questions centrales, je pense. Et oui, peut-être que demain, pas tout le monde va être d'accord avec cette perspective, mais je pense que ça se construit et que ça se construit sur le long terme. Ouais. Alors moi, j'embraye. Merci pour vos réflexions. Et oui, c'est bien de mettre aussi en avant les dynamiques un peu néocoloniales. Il n'y a pas que en fait la bourgeoisie exogène qui a un pouvoir économique, symbolique, social et tout sur l'économie, mais qui a aussi des locaux, les Guyanais, Guyanaises, Réunionnais, Réunionnaises, Mahorais, Mahoraises, qui ont un pouvoir, qui font partie de cette bourgeoisie-là. Il y a des dynamiques un peu néocoloniales chez nous aussi. Et en fait, j'aimerais bien en fait faire une mention à une économiste mauricienne qui a beaucoup écrit, qui a écrit deux études intéressantes sur les inégalités à La Réunion et dont une qui fait état un peu des inégalités dans tous les territoires d'outre-mer, qui a été publiée en 2020, où elle dit, du coup, le texte est en anglais, je l'ai traduit en français, elle montre qu'il y a une bourgeoisie exogène, euh, principe très fort en Guyane et à La Réunion, et elle dit, donc, début de citation, si les métropolitains représentent environ 10% de la population totale, leur part par décile augmente sensiblement plus haut dans la distribution des revenus. En effet, ils représentent entre 25 et 35% dans le décile supérieur aux Antilles françaises et jusqu'à environ 50% à La Réunion et en Guyane. La concentration massive de métropolitains dans le haut de la distribution à La Réunion est frappante.
Cela tend à confirmer le sentiment largement répandu d'une surreprésentation des métropolitains dans le haut de la distribution des revenus dans les départements d'outre-mer. Donc elle part de la bourgeoisie exogène, métropolitaine française dans les colonies, et ensuite elle montre le poids de la fonction publique, en fait, dans les emplois les plus rémunérateurs. Juste en bas, donc début de citation encore. Alors qu'en France, le secteur privé joue un rôle majeur dans l'emploi de chaque décile, stable autour de 70% de l'emploi total, la part correspondante dans les départements d'outre-mer fluctue entre les différents déciles. Le secteur public joue un rôle de plus en plus important dans la partie supérieure de la distribution dans les 4 départements, donc Guyane, Réunion, Guadeloupe, Martinique, autour de 50-60% pour les 20% de personnes les mieux rémunérées, donc les 2 derniers déciles. Et donc, je mettrai en description l'étude de Yajna Govind qui s'intitule Post-Colonial Trend in Income Inequality. Ah, merci beaucoup, Saïna, pour les faits, les chiffres, frérot, les termes. Ça dit les termes. C'est cadeau, c'est Ça, cadeau. ouais, mon gars, toujours. Ce mec. Euh, on va faire un petit drift. On va vous amener vers un autre terrain avec notre grand-père à tous, Frantz Fanon. On doit le citer à chaque épisode, on est obligé. Donc, cette fois-ci, on va parler de ce qu'il appelait le syndrome nord-africain. En 1952, dans son article Le syndrome nord-africain, Frantz Fanon montre comment devant des patients maghrébins qui se plaignent de douleurs vagues sans lésion à l'estomac, au dos, à la tête, les médecins français font un diagnostic baigné dans la méfiance et le préjugé. Ils considèrent que tout symptôme impose une lésion. Par conséquent, ils estiment que les plaintes invisibles du patient nord-africain ne seraient que des prétextes pour ne pas travailler. Pire encore, pour le médecin, l'arabe est, par nature, fourbe, farceur et fainéant. Sa lassitude est dès lors interprétée par une grille d'analyse raciste. Malgré une réelle souffrance vécue par, là en l'occurrence, il parlait des ouvriers immigrés à Lyon dans les années 1950, l'institution médicale française les érige en malades imaginaires avec des pseudopathologies. Fanon, au contraire, tente de faire un diagnostic de la situation. Il dit que fondamentalement, le Nord-Africain est, je mets des guillemets, menacé dans son affectivité, menacé dans son activité sociale, menacé dans son appartenance à la cité. Il réunit toutes les conditions qui font un homme malade. Sans famille, sans amour, sans relations humaines, sans communion avec la collectivité, la première rencontre avec lui-même se fera sur un mode névrotique, sur un mode pathologique. Il se sentira vidé, sans vie, en corps à corps avec la mort, un mort en deçà de la mort, une mort dans la vie. Et qu'y a-t-il de plus pathétique que cet homme aux muscles robustes qui nous dit de sa voix véritablement cassée, Docteur, je vais mourir. Et vous avez vu ou pas comment j'ai posé la voix? Alors, en fait, à partir de ce regard psychologique, euh, j'avais 2 questions à vous poser. Est-ce que l'aliénation raciste est-elle uniquement une forme d'oppression qui vise l'exploitation matérielle? Et de deux, bon, ça reste des questions un peu générales, un peu abstraites. Euh, mais bon, celle-là, elle est un peu plus concrète quand même. La deuxième, c'est dans votre entourage, par votre expérience personnelle, comment le racisme a-t-il façonné votre rapport à votre famille, vos amis et vos proches? Voilà. Quelqu'un veut se lancer? Alors, moi, je répondrai à la deuxième, surtout, concernant un peu le racisme qu'il y a dans la sphère familiale ou dans la sphère amicale, en évoquant la langue, surtout, et la chevelure, les cheveux. Enfin, un truc très bête, hein, tout simple. Par exemple, lorsque j'ai commencé à refaire des tresses et des nattes il y a 2 ans, la première réaction de mes tantes, de ma grand-mère, tante, grand-mère, cousine, c'était que il ne faut pas faire ça, tu fais voyou. Donc soit tu fais voyou, soit tu... Il y avait aussi un peu, bon, tu ressembles à une fille, tout ça. Tu fais voyou, tu ressembles à un voyou, c'est pas bien de faire ça, tout ça, et notamment pour ma grand-mère, encore aujourd'hui, elle m'interdit, genre formellement,
de faire des nattes, de faire des tresses, de faire des locks et tout, parce que ça renvoie à un imaginaire de laisser aller. En fait, toute la négrophobie qui tourne autour de la chevelure est présente dans beaucoup de membres de ma famille, tantes, grand-mères, qui sont elles-mêmes noires, qui font elles-mêmes des tresses aussi. Mais apparemment, pour les femmes, ça passe, pour les hommes, ça passe pas. Donc, il y a ça. Et ensuite, sur la langue, ben, encore aujourd'hui, j'ai du mal à parler créole guyanais avec certains membres de ma famille qui considèrent que, genre, j'ai réussi dans la vie, enfin, dans la vie, on va dire. Enfin, j'ai réussi dans mes études et tout à l'école, j'ai réussi à l'école. Pourquoi je parle créole? Euh, c'est grâce au français. Et d'ailleurs, l'une des premières réactions de ma mère lorsque je lui ai commencé à parler en créole guyanais, elle m'a dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu parles créole? Euh, Tu vois, je t'ai toujours parlé français. Euh, si tu es dans ton école aujourd'hui, si tu t'exprimes autant, si tu t'exprimes aussi bien en français aujourd'hui, c'est parce que je t'ai parlé français, parce que tout ça, etc. Et je pense que c'est pour avoir discuté avec certains potes de la Réunion en situation de métissage aussi, donc soit avec des Réunionnais malgaches, des Réunionnais comoriens, maoris et tout, qui parfois ont des expériences qui sont différentes, parfois qui maîtrisent la langue maternelle, parfois non. Il y a beaucoup de similitudes dans ces témoignages-là, que ce soit surtout rapport à la langue, le rapport aux cheveux, je trouve, ça concerne surtout les femmes noires, toute la négrophobie classique derrière la chevelure noire et tout le fétichisme aussi, enfin la chevelure afro et des personnes noires. Et il y a un fétichisme assez fort concernant les femmes surtout, mais qui est aussi partagé par des hommes, dont j'ai pu en discuter aussi. Donc voilà. Après, sur la première question, euh, sur l'alignation raciste, oui, ben, je souscris totalement. C'est un peu la perspective que propose Saïd Bouamama en disant que, et même Hannibal Quirano, qui dit que ben, le racisme est le récit qui permet de justifier l'oppression et l'exploitation capitaliste, quoi, en gros. Donc, je dirais oui, simplement, quoi. Ouais, justement, la question, c'est, pour reprendre le propos de Fanon, parce que c'est un truc que j'ai souvent retrouvé l'idée que le racisme est uniquement une oppression qui vise à diviser en gros la classe ouvrière euh, pour, comment dire, euh, empêcher la solidarité de la classe ouvrière et pour permettre une plus grande exploitation par les bourgeois. Mais par la perspective de Fanon, je voulais introduire un peu cette sphère-là un peu psychologique, un peu, qui est à vrai dire un peu abstraite, mais dont on peut voir les effets aujourd'hui, notamment je pensais aux prisons françaises qui sont malheureusement, et c'est un fait, saturées d'Arabes et de Noirs, qui sont, on dirait, je suis Eric Zemmour en disant ça, mais c'est des statistiques malheureusement. Et malheureusement, les gars qui sont là-dedans, on ne parle pas souvent de leur santé mentale, on ne parle pas de leur dépression, de leur anxiété, on ne parle pas des suicides, on ne parle pas de, encore une fois, de ce que Fanon pouvait appeler dans les années 50 le syndrome nord-africain. Mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait élargir au syndrome africain. Mais justement, ma question, c'est quelle analyse faites-vous du lien qu'il y a entre le racisme et la santé mentale des racisés? Est-ce que vous-même, vous l'avez vécu dans votre propre chair? Est-ce que vous avez des proches qui en ont été victimes, qui vous ont partagé leurs témoignages? Voilà, c'est un peu dans cette lignée-là que je pose la question. Ah ben, alors je réponds très rapidement pour pas monopoliser la parole, mais oui, ben moi j'ai vécu le racisme ici lors de quand j'ai mis les pieds en Europe, en France, et j'en parle avec des potes de la Réunion qui sont racisés, et on en parle assez enfin pas en profondeur, mais on en parle assez naturellement. Et même encore hier avec un pote, on en discutait. Enfin lui il me parlait de son expérience, enfin sur d'autres sujets. Et le racisme a été évoqué hier même parce que on a été en contact avec une fille qui avait des propos négrophobes. Et après, on en discutait. Enfin, et après, forcément, quand on est face à des propos racistes ou à des personnes racistes ou quand on vit le racisme, il y a un impact à un moment donné sur la santé mentale. Enfin, moi, de mon expérience personnelle, oui, ça a été le cas. Alors, pour moi,
Effectivement, c'est quand je suis venue en France que j'ai su ce qu'était réellement le racisme. Et c'est vrai que c'est un choc et que si on n'est pas fort mentalement, on risque de sombrer dans la dépression. Et effectivement, il y a certaines personnes, certains camarades, ben, ils pouvaient se refermer sur eux-mêmes. Et donc, du coup, ils étaient venus peut-être pour un but pour étudier. Ben, le fait de subir ce racisme-là, ben, des fois, ils allaient plus en cours. Et moi, comment j'ai essayé de combattre? Par exemple, à la fac, j'avais un prof. À chaque fois, je savais qu'avec lui, j'allais pas avoir la note que je devais avoir parce qu'effectivement, il était clairement raciste et tout. Ben, du coup, j'ai analysé son fonctionnement, j'ai analysé la façon dont il travaillait. Et donc, du coup, je me suis mise entre guillemets, à penser comme lui. Et donc, du coup, à un moment donné, il n'avait plus de possibilité de me saquer. Et donc, c'est comme ça, j'ai pu réussir. Et après, au retour de France, on constate que sur notre territoire, il y a quand même une certaine forme de racisme aussi. Je vais prendre l'exemple en Guyane. En Guyane, on a plusieurs communautés. On a la communauté autochtone, qu'on peut appeler entre guillemets amérindienne. On a la communauté créole et on a la communauté Bushinengue, les Noirs marrons. Et on voit que au final, avant, il y avait plusieurs insultes. Par exemple, Tissamaka, Bata ceci, Bata cela. Et en fait, quand on est petit, on ne remarque pas que en fait, c'est une forme de racisme d'utiliser ces mots-là. Et c'est au retour de la France qu'on se rend compte que, eh ben oui, ben, ça fait depuis tout le temps, il y a ce racisme-là, mais on ne donne pas le mot racisme. Et par rapport à ce que Saïna Alain disait, qui en Guyane, il y a beaucoup aussi la différence dans les familles par rapport à la couleur de peau. Les enfants qui ont la peau foncée, ben, on peut dire que dans la famille, ben, ça sera les mal vus. Dans la fratrie, la personne qui a la peau claire ou bien les cheveux lisses, ben, c'est elle qui aura l'attention de tout le monde. Tu es belle et tout, mais celle qui a la peau foncée, ben, c'est moins que rien, quoi. Et après, on a aussi le même souci avec la langue. C'est que jusqu'à maintenant, hein, même si il y a l'avancée où le créole est à l'école, ben dans beaucoup de familles, hein, on n'a pas le droit de parler créole, hein. Et les enfants, s'ils apprennent à parler créole, c'est dans la rue et malheureusement, c'est un créole dénaturé, c'est pas le vrai créole. Et donc du coup, notre langue se perd, hein, par rapport au fait que dans nos familles, on n'a pas le droit de parler créole. Après, moi, j'ai pas eu ça dans ma famille, qu'on devait pas parler créole. Et donc, du coup, je pense que ça a été ça aussi ma force et ce qui fait que là, je suis militante et tout. Mais je pense que s'il n'y avait pas ça, j'aurais été aussi comme tout le monde, la parfaite colonisée. Alors, il y aurait beaucoup à dire parce que personnellement, justement, la question du racisme, elle est extrêmement structurante pour mon existence et forcément aussi derrière mon parcours militant parce que de fait, j'y ai été confronté très très jeune, au niveau familial. Parce que concrètement, moi, je suis normal à la fois d'une mère créole et d'un père zoreille, donc un père français, blanc. Et du coup, la famille paternelle, très vite, elle nous a fait comprendre, même tout jeune, qu'on n'était pas exactement contre eux. Et donc là, on va aller sur la question personnelle, hein, voilà, sur l'avancée et tout, sur la confrontation réelle derrière à ce que ça voulait dire. Par exemple,
c'est en France que j'ai découvert que j'étais pas blanc. Voilà. Parce que d'un seul coup, voilà, ben, on me demande d'où je sors, est-ce que je suis arabe, est-ce que je suis kabyle, est-ce que je suis quelque part dans les îles, est-ce qu'il y a une route de mon côté, est-ce que c'est pas tous des sauvages là où je suis. Bon, ça vraiment, c'est sur le côté personnel, hein. Enfin voilà, où il y a eu cette confrontation-là. Confrontation pareil aussi sur la question de la langue, où de fait, ben, j'ai très longtemps eu un rapport très conflictuel avec le créole, parce que bah, du coup, moi, enfin, éducation, parce qu'il fallait réussir, hein, enfin, justement, les parents d'enseignants, donc éducation français, avec pour autant une partie de la famille qui cause créole en permanence, et ben jusqu'à un certain âge, enfin, j'étais l'adolescent, enfin, fin de l'adolescence, j'étais convaincu que je ne comprenais pas le créole. Alors, je savais très bien le parler et tout, mais voilà. Et c'est le cas, je sais, pour beaucoup d'enfants où, de toute façon, on te dit, oui, ben non, faut pas causer créole, parce que cause créole, ben, c'est cause pareil cagnard. Voilà. Donc, cagnard, c'est la racaille, justement. Donc, il faut pas. Et après, pour aller d'un côté, d'un point de vue systémique, sur l'exploitation, l'aliénation raciste, si elle sert à l'exploitation, ouais, clairement, hein, parce que pour prendre juste sur la Réunion, le colorisme, il joue à fond. Hein. Enfin, de fait, qui sont les plus précaires à la Réunion, c'est les CAF, donc les afrodescendants, descendants d'esclavisés à l'origine, hein, enfin voilà, d'Afrique de l'Est, de Madagascar. Vraiment la population noire afrodescendante, c'est les Malbars, Tamouls. Et et on le voit bien aujourd'hui aussi justement tous les Comoriens, Mahorais, auquel on met l'ensemble des responsabilités sur. Là, actuellement, par exemple, on a un discours qui est hallucinant, qui est complètement fascisant depuis. Alors, qui n'est pas nouveau, mais qui depuis quelques semaines prend vraiment une ampleur où on leur donne l'ensemble des responsabilités de tout ce qui peut se passer à La Réunion, ce qui permet aussi justement de ne pas remettre en cause la colonialité. Et on voit aussi que derrière, ce narratif-là, ce racisme-là, en fait, il sert aussi justement sur l'aliénation des Comoriens vivant à Mayotte eux-mêmes, voilà, où on les entend sortir que oui, alors non, le problème c'est les Africains qui viennent pourrir leur existence, ou les Comoriens. Bon, sachant que les gars, hein, ils parlent la même langue, leurs familles sont liées, tout ce qu'on veut, etc. etc. Ouais, donc oui, c'est extrêmement structurant pour le coup dans nos sociétés. Où on arrive quand même à des points délirants, où par exemple, on en a qui vont revendiquer le fait, alors, nous on voit pas mal à La Réunion, justement, de pas être africain, alors que d'un point de vue géographique, bon, voilà. À Mayotte, on les entend dire qu'ils ne sont plus africains. Parce que leur île a été vendue par un sultan à l'État français il y a des années de ça, et du coup ils ont choisi de ne plus être africains, ils sont devenus français. Donc voilà, ça pour dire que oui, c'est extrêmement structurant là-dessus. Le racisme. Ouais. Moi, pour dire un peu, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté vécu dans la question, mais en plus, pareil, comme Mathieu, moi j'ai une mère créole, un père oreille, quoi, donc c'est un peu particulier en plus le rapport à cette question-là. Mais moi, pour le coup, ouais, je viens d'une famille où c'était complètement interdit de parler créole, quoi. Ma mère nous interdisait de parler créole, et la raison, elle est assez intéressante. Elle nous disait toujours, si vous parlez créole à la maison, vous n'allez jamais apprendre à parler français, et si vous apprenez pas à parler français, vous n'allez jamais faire d'études. Et c'est là, pour la première question, on fait un peu la boucle avec le début de l'épisode, mais il y a un peu ce côté-là, quoi. Et en plus, je pense que ça mène à un niveau aussi d'aliénation fort, parce que tu finis par dire, je crois que c'était Daniel Waro qui disait dans une interview à l'Université de La Réunion, là, il disait que quand il était petit, il pensait que maman la couillonnise, que papa la couillonnise, que ses parents étaient bêtes par-ci par les créoles. Et en fait, c'est quelque chose de très fort, quoi, de très, très présent, de penser en fait que ce serait une langue inférieure. Moi, je me souviens encore d'un truc. Eh, truc incroyable, c'était formation sur les drogues au collège. Là. Déjà, vous voyez, de manière générale, c'est cringe et c'est bizarre comme truc, quoi. Mais là, c'était une flic qui venait d'arriver à La Réunion et qui disait
Bah moi, je vous parle pas en patois, donc je sais pas pourquoi vous me parlez en patois, quoi. Alors que la moitié de la classe, elle parlait pas bien français, quoi. Donc en fait, elle parlait majoritairement créole, voilà. Mais comme si on devait avoir honte, en fait, de notre langue. Elle disait, c'est pas une langue, c'est un patois, voilà, quoi. Et ça, je pense, c'est une charge forte, quoi. Moi, encore aujourd'hui, à part un peu avec mes frères, etc., je parle un peu créole parce que c'est quelque chose qui crée une honte aussi, d'une certaine manière, de pas maîtriser bien la langue, etc., quoi. Euh, Plus parce qu'on a appris à l'école, on a appris avec des amis, etc., on n'a pas appris avec la famille, et donc ça construit un rapport plus distant à la langue, évidemment, sur ce point-là. Et, euh, et en fait, sur le racisme, ben, je pense que c'est complètement lié. Moi, quand je suis arrivé en France, c'était en 2015. J'ai inconsciemment tout fait pour maîtriser mon accent, pour pas avoir d'accent. Parce que quand je suis arrivé au début, en plus, bon, mon famille, enfin, pour ceux qui connaissent vite fait La Réunion, etc., ils voyaient à peu près le truc, quoi. Donc, tout de suite, ils font la remarque. Et voilà, et du coup, il fallait que je fasse un truc un peu pour faire en sorte de passer, quoi. Parce qu'en soi, moi, après, je suis blanc, etc. Donc ça se verra moins, on va dire, quoi. Donc il fallait que je maîtrise les trucs qui pouvaient le plus me trahir, entre guillemets. Et je pense que je suis pas tout seul là-dedans. Je pense qu'on est beaucoup à avoir un peu cette sensation de devoir cacher un peu les choses. Je l'ai vu avec mes frères, je l'ai vu avec d'autres, quoi, et à se reconnaître, à chercher même des références culturelles ailleurs pour essayer de se sentir moins. En fait, c'est vraiment une corollaire du sentiment d'infériorité, je pense, dont parle Fanon largement, quoi. Et après, même si avec ses spécificités, en fonction de plusieurs autres caractéristiques. Je disais, moi, par exemple, je suis blanc, etc., quoi, de peau. Mais quand même, c'est vrai que oui, en plus, moi, j'ai une partie de la famille qui est arabe. Donc, en fait, quand je suis arrivé en France, effectivement, et mes frères ils me faisaient la même remarque. Les seuls qui leur parlaient, en fait, c'était. Et les seuls avec qui on se faisait des potes, etc., ou autres, quoi, c'est des gens soit qui avaient des origines d'ailleurs, soit qui étaient arabes ou quoi. Et ça, c'est vraiment un truc qui revient souvent. Euh, et après, ça, c'est sans parler en plus le caractère, parce que là, on parle de vécu, mais en réalité, sans parler du caractère vraiment systémique, en fait, qu'il y a derrière, parce que le caractère systémique, euh, un point important, par exemple, pour le Bumidum, pourquoi est-ce que c'est surtout des Réunionnais qui ont été envoyés au Bumidum? C'est parce qu'on considérait qu'ils étaient plus facilement assimilables aux Blancs. Euh, donc il y a vraiment une division du travail racial, une division de la société sur cette question-là. À La Réunion, on a tous une ethnie, voilà, quasiment associée, quoi. T'as Zoréole, parce que c'était créole et les oreilles, t'as Yab, t'as Malva, t'as Malgache, t'as tout, quoi. Euh, et c'est toujours une façon, en fait, je trouve, pas que ce soit un problème en soi, parce que je pense que par contre, derrière, il y a aussi un caractère de revendication de l'ethnicité, etc. Et par contre, quand on arrive en France, on le ressent beaucoup plus. Et je pense que ça se voit après. Voilà, il fallait mettre les plus blancs dans les champs, en fait, parce qu'ils allaient être plus facilement intégrables dans le travail, dans la fonction publique, etc., ou dans les champs, dans l'agriculture, quoi. Ou sinon, et les plus noirs, il fallait les mettre dans le BTP, ou il fallait les mettre dans les dans la Renault, dans les grandes entreprises françaises, etc. Dans le privé, où c'était plus facile, en fait, de les assimiler à des catégories plus racisées de la population, etc., quoi. Et ça vraiment, ça joue, quoi. Et je pense qu'il y a en plus un délire de penser. Euh, je pense par rapport à l'histoire aussi de lutte qui a existé aux Antilles, en Guyane, etc. Mais d'associer en plus la Réunion à quasiment un peu plus facilement servile, quoi, plus facilement gentil, etc. Parce que bon, nous, on n'est pas gentils, encore moins quand on nous méprise, quoi. Mais voilà, enfin, il y a vraiment un truc comme ça, quoi. Mais après, je pense surtout la question centrale derrière, c'est ce qu'il y a de systémique, c'est-à-dire vraiment division raciale du travail, le colorisme très présent dans notre île, la première expérience d'un vrai racisme quand tu arrives en France, etc., que ce soit personnellement ou parmi nos proches. Voilà, je pense que ça, c'est des questions très présentes, quoi. Moi, j'aimerais bien intervenir juste pour vous toucher un dernier mot, faire part de ma petite larmichette aussi. Parce que moi, j'ai vécu 10 ans en Espagne, en fait, entre mes 6 ans et
et mes 15 ans. J'ai trouvé que, bon, après, c'était peut-être lié à d'autres raisons d'ailleurs, mais je trouvais que le racisme en Espagne était beaucoup plus violent que quand je suis arrivé en France. En tout cas, du point de vue de la violence verbale. Évidemment, pour l'instant, je mets de côté tout ce qui est division du travail, tout ce qui est purement économique. Là, je vous parle des relations interpersonnelles, des relations sociales, on va dire. Et on m'a déjà sorti les phrases classiques du genre j'aime pas les Arabes, mais toi, t'aimes bien. Alors, face à ça, tu sais pas trop comment réagir. T'es à moitié ému et à moitié énervé, des sentiments assez mêlés. Mais ouais, sans être sans temps, ma mère m'avait acheté une tenue qui s'appelle Jabador. Jabador, c'est une très belle tenue. Aujourd'hui, je reconnais qu'elle est belle, mais à l'époque, j'avais honte de porter ça, surtout quand on devait aller de la maison jusqu'à la mosquée avec mon pote. Donc, il y avait une espèce de sentiment étrange de honte qui faisait que mon pote et moi, on traçait. Imaginez-vous la scène, hein. On est en train de tracer au milieu du village parce qu'on ne veut pas que les Babtous nous regardent. On est en train de courir avec, notre tenue traditionnelle, quoi. Mais bon, maintenant, moi, les racistes, je les baise, tout ça. Mais c'est vrai qu'elle est. Juste, tu m'as fait rire avec deux, trois références sur la fin, là. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est réel, c'est réel. À l'époque, je te jure, mon groupe d'amis, c'était la tricontinentale. Genre, à un moment, je me suis retrouvé, j'avais un pote pakistanais, un Cubain, deux Marocains, et c'était quoi l'autre ouais, un Gitan. Genre vraiment, c'était la team de choc, hein, vraiment. Ah, ça Il nous n'y avait arrive à pas de tous, Bapto. quoi. Et, oui, oui, on s'était retrouvés entre immigrés. Il y avait une espèce de contrat tacite entre nous, un contrat implicite. On est les meilleurs amis maintenant. Mais ça, c'est parce qu'on a été marginalisés, exclus, ostracisés, etc., esseulés, tout ce que vous voulez. C'est vrai que, comment dire, et juste, je finis avec une dernière anecdote. Là, récemment, j'étais à Bruxelles. Il y avait un copain qui était venu, un Français, on est allé boire un thé dans un café. Parce que je l'ai amené dans un café où il y avait que des Africains, que des rebeux, tout ça. D'ailleurs, il me fait une première remarque. Il me dit, mais il y a que des hommes. Je dis, ouais, pose pas de questions. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. C'est vrai qu'il y avait que des hommes, c'était après l'iftar et tout. Mais chose encore plus intéressante, chaque table, on dirait qu'il y avait une communauté. Il y avait la table des Somaliens, il y avait la table des Tunisiens, la table des Marocains. Et j'en parlais tout à l'heure avec ma mère. Je disais que pour moi, la façon d'expliquer cette chose, c'est que d'abord, il y a eu une exclusion et comment dire, une marginalisation de la part des Blancs par rapport aux indésirables, aux immigrés, aux étrangers, aux racisés, etc., qui fait que, de fait, ils ont pas voulu, ils n'ont pas pu traîner, n'ont pas pu se mélanger avec ces gens-là, parce que ces gens-là leur vouaient un mépris. Donc, eux, ils leur retournaient ce mépris en créant ce qu'on appelle le communautarisme aujourd'hui, qui est tout à fait légitime. Voilà, voilà l'origine de la barbarie. La barbarie de ce qu'on appelle les indigènes. C'est une réponse à une barbarie encore plus grande, qui est celle de l'exploitation capitaliste, qui est celle du racisme structurel, etc. Mais il y a aussi des phénomènes de racisme entre les communautés. Hein. Comment dire, je veux dire, il y a de la négrophobie dans les communautés arabes. Tout à l'heure, Saïna a parlé de comment quelqu'un hier avait été raciste avec ses copains africains. Bah, ces personnes en question, elle est d'origine marocaine. Vous voyez qu'il y a aussi des phénomènes assez étranges entre nous qui font que, voilà. Mais voilà, je pense que ce genre de discussion mérite d'en parler un peu plus amplement et en profondeur, mais c'est des choses assez importantes à évoquer aussi, au-delà de la dimension économique, de l'exploitation, etc. Il y a aussi quelque chose d'assez intime, d'assez violent dans la confiance en soi, dans les questions d'identité, de culture et d'amour propre. On va poser les termes sur un autre épisode, ça va être lourd. Non, mais en soi, justement, on puisse aussi prendre le temps de discuter un petit peu de ça, c'est aussi important, justement. Et bon, au final, là, il y a pas mal de choses qui ont été dites. C'était juste pour ajouter 2-3 petits éléments sur ce qui avait été dit juste avant. Notamment sur Julien qui parlait du rôle, du coup, des Yaps, des petits blancs rayonnés qui, du coup, ont été exclus de la blancheté. Pour autant, justement, pour les réintégrer, on les a envoyés justement jouer un rôle colonial, hein, que ce soit sur le Bumidum en tant que main-d'œuvre, parce que plus blanc ça passait, mais aussi dans la colonisation des autres pays à l'époque, que ce soit du coup Madagascar et les Seychelles à l'origine, où il y a une demande en fait de la bourgeoisie coloniale rayonnaise, donc les gros blancs comme on disait. Avec en plus évidemment, il y avait aussi une volonté française, on va pas se mentir, voyons que en fait il y avait
des petits blancs précarisés qui commençaient à avoir une existence propre dans les hauts de l'île et qui potentiellement aussi étaient en train de se lier avec les anciens esclavisés. Dit oui, mais en fait, il faut les réintégrer dans la plus ou moins un texto, il faut les réintégrer dans la blancheté, donc envoyez-les comme corps expéditionnaire à Madagascar et aux Seychelles. Et par la suite, en fait, on l'a retrouvé aussi on l'a retrouvé pour la Sakai, on l'a retrouvé également en partie, d'ailleurs en Guyane, où on a envoyé justement ces petits blancs dans la Carapa, après les avoir envoyés dans la Sakai. Et donc vraiment voir que justement, cette articulation du racisme, elle est extrêmement importante. Et après, c'était juste un élément, c'est parce que tout à l'heure, on parlait quand même d'aliénation, de psychiatrisation, etc. etc. Alors là-dessus, c'est du vécu, mais j'aimerais bien aussi avoir les chiffres si quelqu'un les a. Mais pour ce que j'ai pu voir, c'est que vraiment il y a une surreprésentation sur les pathologies plus ou moins lourdes, enfin en tout cas catégorisées comme pathologies, parce qu'évidemment le système psychiatrique a tendance à créer des maladies là où ce sont juste les conditions matérielles d'existence qui font qu'à un moment, c'est compliqué. Mais sur cette pathologisation et donc aussi médication, etc., qui va avec, il y a une surreprésentation des non-blancs, en fait. Et des indigènes de façon générale, voilà. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur le système de santé tel qu'il est mis en place, etc., etc. Donc voilà, c'était juste pour un petit élément là-dessus. Après, pour le reste, tout a été dit. Merci. Donc, nous concluons notre 6e épisode. J'espère que cela vous a plu. L'objectif était d'évoquer avec sérieux la colonisation, la colonialité, qui structure et définit nos territoires dits d'outre-mer aujourd'hui. Donc, du coup, merci à tous pour votre disponibilité, votre participation. Honoré et ravi de participer à ce mouvement, cet effort collectif porté par des frères et sœurs militants, indépendantistes, anti-impérialistes, anti-coloniales, décoloniales, et d'avoir pu échanger avec vous. Merci à tout le monde.